Il existe une force immense en toi, et elle ne s'éveille pas avec une simple motivation, mais avec un but, une décision et une action. Les stoïciens le savaient, peu importe où tu en es, ni ce qui s'est déjà passé. L'esprit peut être entraîné. Tu peux te reconstruire à partir de rien, recommencer avec plus de force et transformer complètement le cours de ton histoire. Et c'est exactement ce que cette vidéo va te montrer. Des techniques simples, pratiques et directes qui vont te remettre dans le champ de l'action, là où tu n'acceptes plus rien en deçà de ce que tu mérites, ni ne fais semblant que tout va bien quand, au fond, tu sais que tu peux faire plus. Épictète disait « L'évolution morale appartient à tous. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ni une question de chance. C'est le résultat inévitable de celui qui décide de grandir, même quand personne n'y croit, même quand tout semble aller contre lui. Ce que tu vas apprendre ici peut changer non seulement ta semaine, mais ton destin tout entier. Avant de commencer, je te demande juste 2 choses. Aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne, parce que cela permet à ce contenu d'arriver aussi à ceux qui ont besoin de se réveiller à leur propre force. Maintenant, allons directement à la première stratégie. Stratégie 1. Surmonte tes peurs. L'insécurité commence toujours dans l'esprit. Avant d'exister à l'extérieur, elle est une histoire que la pensée répète jusqu'à ce que tu y crois comme si elle était réelle. Et le corps y croit aussi. Le cœur s'accélère, la respiration se bloque, les mouvements se figent. C'est comme être emporté par une vague qui semble venir de l'extérieur, mais qui est née à l'intérieur. Faire face à la peur est l'un des actes les plus courageux qui soient, parce qu'elle t'oblige à regarder vers le passé, vers le moment exact où quelque chose s'est brisé en toi. Et le plus curieux, c'est qu'en revisitant ce souvenir, la douleur ne vient pas atténuée, elle vient identique, parfois même plus vive. C'est pour cela que nous évitons de le faire, mais le prix de la fuite est élevé. Celui qui évite la peur finit par vivre guidé par elle. Chaque fois que tu agis à partir de ton insécurité, c'est le passé qui prend les décisions à ta place. Si tu as été rejeté une fois, la peur d'être rejeté à nouveau commence à écrire le scénario de ta vie. Si tu as échoué dans une entreprise, tu commences à croire que tu n'es pas né pour prendre des risques. Si tu as été trahi, tu commences à douter même des bonnes intentions. Mais la peur n'est pas la réalité. C'est seulement un souvenir qui a appris à se déguiser en protection. Elle ne vient pas pour détruire. Elle vient pour tester si tu crois encore en celui que tu étais, ou si tu es prêt à devenir quelqu'un de nouveau. Les stoïciens appelaient cela la domination de la raison sur les passions, la capacité de reconnaître la peur sans se prosterner devant elle. Sénèque disait « L'homme qui a peur avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus que nécessaire ». Et c'est exactement ce que la peur fait. Elle multiplie les souffrances imaginaires et te fait vivre des défaites qui n'ont jamais eu lieu. La peur existera toujours, mais lorsque tu la regardes en face, elle perd le pouvoir de décider pour toi. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. Alors, lorsque la peur vient, ne lutte pas contre elle. Regarde-la avec curiosité. Demande-toi, de quoi ai-je exactement peur de perdre? Presque toujours, la réponse sera simplement une ancienne version de toi-même, et c'est cette version-là qu'il faut laisser derrière. Faire face à ses peurs, c'est libérer sa force, car derrière chaque peur vaincue, il y a une vie qui t'attendait. Décide de la vivre aujourd'hui, décide d'agir même avec la peur, car la peur est un sentiment naturel, mais vivre prisonnier d'elle est un choix. Et celui qui a le courage de traverser sa propre peur commence à vivre de l'autre côté, là où habite la liberté. Stratégie 2. Commence à te choisir. Aucun changement véritable ne se produit si tu vis épuisé à tenter de porter le monde, en oubliant de te porter toi-même. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Parce que tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas, et personne ne s'épanouit sur un sol abandonné. Pense à toi comme à un jardin. Si tu n'enlèves pas les mauvaises herbes, si tu n'arroses pas, si tu ne prends pas soin, les fleurs ne meurent pas soudainement, elles cessent simplement de pousser. Et ce qui devait être beau se met seulement à survivre. C'est ce qui arrive quand tu oublies de te nourrir de l'intérieur. Les stoïciens enseignaient que le plus grand devoir d'un homme est envers lui-même, prendre soin de son esprit, protéger son âme et cultiver la vertu. Marc Aurèle écrivait « L'esprit a besoin de soins quotidiens, tout comme le corps a besoin de nourriture. » Mais la plupart des gens
vivent comme s'ils essayaient de courir avec le réservoir vide, en espérant que le monde comprenne la fatigue qu'eux-mêmes ignorent. Le soin de soi est un acte de courage. C'est choisir de s'arrêter un instant, quand tout pousse à continuer. C'est regarder à l'intérieur et dire « Moi aussi j'ai besoin de moi ». C'est réaliser que tu es toujours prêt à secourir les autres. Mais quand il s'agit de toi, tu remets à plus tard, tu repousses, tu te tais. C'est quand le corps crie pour du repos, mais que tu insistes pour continuer. Quand le cœur demande une pause, mais que tu t'obliges à être fort tout le temps. C'est comprendre que prendre soin de soi, c'est aussi dire non. C'est fermer la porte pendant quelques heures. C'est choisir le silence, plutôt que le bruit des urgences. Parce qu'un esprit sans pause devient confus, un corps sans repos devient lourd, et un cœur sans silence devient bruyant. Consacrer du temps à soi-même est un acte de reconstruction. C'est boire un café en paix, marcher sans hâte, dialoguer avec soi-même sans jugement. C'est l'instant où tu te retrouves. C'est lorsque tu nettoies les vieilles blessures, redéfinis les expériences restées prisonnières du passé et redonnes de l'espace à ce qui veut refleurir. Souvent, les douleurs ne font plus mal, mais elles occupent encore une place. Prendre soin de soi, c'est permettre au nouveau d'avoir un lieu où naître. C'est se rappeler que personne ne peut te guérir si tu continues à répéter ce qui te blesse, et que la beauté de la vie ne se révèle que lorsque tu te traites avec le même respect que celui que tu attends des autres. Écris ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de moi. Parce que le monde change lorsque tu changes la manière dont tu te traites, et tout ce qui est bien soigné finit, tôt ou tard, par fleurir. Stratégie 3. Évolue dans tout. Esprit, corps et but. Tu n'es pas né pour te développer à moitié. Ce n'est pas seulement le professionnel qui travaille, ni seulement le rôle que tu exerces à la maison. Tu es une somme vivante de corps, d'esprit et d'âme. Et quand une de ces parties est oubliée, tout le reste commence à perdre de sa force. Il y a ceux qui obtiennent ce dont ils rêvaient, mais se sentent vides à l'intérieur. Il y a ceux qui accumulent des victoires extérieures, mais vivent une guerre silencieuse avec eux-mêmes. Et il y a ceux qui donnent amour et attention à tous, sauf à leur propre âme. C'est l'erreur la plus courante chez ceux qui cherchent à grandir, croire qu'évoluer, c'est seulement atteindre des objectifs et non pas devenir entier. Parce que le vrai progrès n'est pas la vitesse, c'est l'équilibre. Ce n'est pas avoir plus, c'est être plus. Les stoïciens appelaient cela l'harmonie intérieure, l'état dans lequel chaque partie de toi coopère avec l'autre, et le mouvement de la vie coule sans bruit. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Parce que le bien d'une partie dépend toujours de la santé du tout. Grandir dans tous les sens, c'est apprendre à aligner tes forces, non à les sacrifier. C'est prendre soin du corps pour avoir de l'énergie, de l'esprit pour avoir une direction, et de l'âme pour avoir un but. C'est comprendre qu'il n'y a pas de contradiction entre ambition et sérénité quand tu deviens quelqu'un qui cherche le succès avec l'âme et la paix avec la discipline. L'harmonie commence dans les petits choix. Dormir avec l'esprit tranquille après une journée productive. Avoir le temps de respirer entre une réussite et une autre. Remercier pour les pauses autant que pour les avancées. Tu peux prospérer, grandir et réussir, mais ne te permets pas de le faire au détriment de toi-même. Le monde est déjà plein de gens qui sont allés loin, mais se sont perdus eux-mêmes. Grandir pleinement, c'est marcher sur le chemin du succès sans cesser de ressentir, sans cesser d'aimer, sans cesser de vivre. La vie demande de l'unité, un alignement entre ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens. Le vide que beaucoup ressentent ne vient pas du manque de résultats, mais du manque de cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Tu n'as pas besoin de choisir entre succès et paix, entre raison et émotion, entre progrès et repos. Tu dois seulement apprendre à marcher entier. Quand ce que tu construis à l'extérieur reflète ce que tu cultives à l'intérieur, tout devient plus léger, plus authentique, plus vrai. Grandir dans tous les sens, c'est devenir quelqu'un qui inspire par son équilibre, qui triomphe sans se durcir, qui avance sans se perdre, qui conquiert sans cesser de ressentir. C'est comprendre que prospérer, ce n'est pas courir après plus de choses, mais devenir quelqu'un de meilleur dans tout ce qu'il fait. Écris ici dans les commentaires, je choisis de grandir pleinement, parce que la véritable évolution n'est pas partielle, elle est totale. Et quand toutes les parties de toi avancent ensemble,
Le progrès cesse d'être un effort et devient plénitude. Stratégie 4. Avance avec ce que la vie t'a donné aujourd'hui. Il y a des moments où le passé semble un poids attaché à tes pieds. Tu veux avancer, mais quelque chose te tire en arrière, une erreur, une perte, un choix qui aujourd'hui semble faux. Et sans t'en rendre compte, tu vis comme quelqu'un qui revisite le même jour encore et encore, en essayant de réécrire ce qui a déjà été vécu. Mais le regret, lorsqu'il est nourri, cesse d'être un apprentissage et devient une prison. Il te fait croire que ce qui est passé a encore du pouvoir sur ce qui vient, et ce qui devait être réflexion devient chaîne. Les stoïciens appelaient cela la sagesse de l'instant présent, la capacité de séparer les temps, de comprendre que ce qui est déjà arrivé appartient à la mémoire, non au présent. Être sage, pour eux, ce n'était pas effacer le passé, mais refuser d'y vivre. Marc Aurèle a écrit « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans, la vie s'enfuit, et le présent est tout ce que tu as. » Il savait que le passé n'est pas un endroit où habiter, c'est un maître qui enseigne et qui s'en va. Tu peux remercier pour les leçons, mais tu ne dois pas camper dans les ruines. Le regret te fait regarder en arrière avec douleur, mais la sagesse te fait regarder en avant avec clarté. Et la différence entre les deux, c'est la décision d'avancer à partir d'où tu es, non d'où tu aurais voulu être. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu empêché de recommencer parce que tu te punissais encore pour ce que tu as fait ou n'as pas fait? Combien d'occasions as-tu laissé passer parce que tu étais trop occupé à ruminer ce que tu ne pouvais plus changer? C'est comme essayer d'ouvrir une porte que le temps a verrouillée. Le passé peut expliquer qui tu étais, mais il ne déterminera jamais qui tu peux devenir. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu as ressenti. Ressentir est humain. Mais tu dois éviter de transformer la douleur en résidence. Les blessures et les erreurs ne sont pas le destin, ce sont des chapitres. Et chaque nouveau matin est une invitation à écrire la page suivante avec plus de conscience. Honorer le passé, ce n'est pas le répéter, c'est le dépasser. C'est permettre à ce qui a été de te renforcer, non de te définir. Parce que chaque fois que tu choisis de vivre dans le présent, le passé perd le pouvoir de te blesser. Il n'y a pas de libération plus grande que d'accepter que ce qui a été a été. Le vrai pouvoir, c'est de regarder en avant sans peur de recommencer. Respire profondément et dis-toi, j'avance à partir d'où je suis et non d'où j'ai été blessé. Parce que le temps ne revient pas, mais la vie recommence. Chaque fois que tu choisis d'être présent dans le seul endroit où l'avenir commence vraiment, le présent. Stratégie 5. Déconnecte le drame mental. Nous connaissons tous cette sensation. Quelque chose arrive, une erreur, un message, un regard, et soudain l'esprit commence à courir. En quelques secondes, une pensée simple se transforme en tempête. Le cœur s'accélère, le corps réagit, et tu n'es déjà plus dans le présent. Tu es prisonnier d'un futur imaginaire, fait de peurs anciennes et d'histoires mal résolues. C'est la pensée catastrophique, ce film invisible que le cerveau projette pour te protéger, mais qui finit par te paralyser. Il prend un souvenir, le mélange à un doute, y ajoute la peur de l'échec et crée une fiction convaincante, tellement convaincante que tu crois qu'elle est réelle. Le cerveau fait cela parce qu'il cherche à économiser de l'énergie. Il crée des chemins mentaux répétés, des raccourcis. Plus tu empruntes ces chemins, plus ils deviennent solides. Ainsi, la pensée devient habitude, l'habitude devient croyance, et la croyance se transforme en une lentille. Tu commences à tout voir à travers elle. Mais cette lentille est neutre, elle ne distingue pas le bien du mal, la peur du courage, le doute de la foi. C'est toi qui choisis ce qu'elle va refléter. Et c'est là qu'entre en jeu le pouvoir de l'autocontrôle stoïcien, la capacité d'observer ton esprit sans devenir ton esprit. Épictète disait « La seule chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est ton esprit. Et cela te donne un pouvoir suffisant, car l'esprit est l'origine de toutes tes actions et perceptions. » Éteindre la pensée catastrophique, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est la voir avec proportion. C'est reconnaître que la peur existe, mais qu'elle n'a pas besoin de commander, que l'anxiété parle, mais ne donne pas d'ordre, et que le contrôle que tu cherches n'a jamais été dans le monde, il a toujours été en toi. La prochaine fois qu'un problème surgit, avant de réagir, respire. Demande-toi, ce que je vis est-il réel, ou est-ce la peur qui parle à ma place? Cette pause est le moment où le chaos se défait et où la raison reprend le commandement.
La pensée catastrophique est comme une tempête électrique, intense, bruyante, mais passagère. Et lorsque tu apprends à attendre en silence, tu découvres que le tonnerre n'a jamais été le danger. Il n'était que l'écho de tes propres pensées. La phrase que tu dois te répéter quand ce sentiment revient est « Aujourd'hui, je choisis le calme plutôt que le chaos », car la véritable force mentale ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans le fait de ne pas permettre au monde de contrôler ce qui se passe à l'intérieur de toi. Stratégie 6. Le vrai pouvoir, c'est l'autocontrôle. Rien ne pousse là où l'esprit est instable. Tout véritable changement commence lorsque tu apprends à te diriger toi-même, lorsque tu cesses d'être esclave de tes impulsions et que tu deviens le stratège de tes propres actions. L'autocontrôle, c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Parce que vouloir changer, c'est facile. Difficile, c'est de rester ferme quand l'enthousiasme disparaît, quand les choses prennent du temps, quand personne ne t'applaudit, quand le monde semble ne pas te remarquer. C'est dans cette traversée silencieuse où l'esprit essaie de te saboter et où le cœur te supplie d'arrêter, que l'autocontrôle se révèle comme une vertu. Les stoïciens appelaient cela la force rationnelle, la capacité d'agir guidée par la conscience et non par l'émotion de l'instant. Épictète disait « Aucun homme n'est libre à moins qu'il ne se maîtrise lui-même. » Et se maîtriser est la première étape pour conquérir quoi que ce soit. L'autocontrôle est le fondement de la constance. Sans lui, tu construis des châteaux d'enthousiasme qui s'effondrent au premier vent contraire. Sans autocontrôle, tu vis en réaction. Tu promets de changer et tu abandonnes à la première difficulté. Tu fais des plans et tu les laisses tomber quand le résultat n'arrive pas à la vitesse que tu espérais. Tu ne perds pas parce que tu es incapable, mais parce que tu ne maintiens pas ton attention assez longtemps pour que les graines puissent fleurir. Et c'est là que l'autocontrôle intervient, non pas comme une répression, mais comme une direction. Pense à un archer. Il ne tire pas par impulsion. Il attend le bon moment, ajuste sa visée, garde sa posture. C'est sa sérénité, et non sa force, qui assure la précision. Il en va de même pour toi. L'autocontrôle est ce qui transforme le mouvement en direction, l'effort en résultat. Se contrôler, ce n'est pas faire taire ses émotions, c'est les écouter sans s'y abandonner. C'est reconnaître la colère et la transformer en action constructive, la peur en prudence, l'anxiété en concentration. Celui qui domine ses émotions ne les efface pas. Il les met simplement à leur juste place, parce que l'émotion est comme le feu. Lorsqu'elle est maîtrisée, elle éclaire. Lorsqu'elle est incontrôlée, elle consume. Chaque fois que tu choisis d'agir avec conscience, tu crées une nouvelle identité, celle de quelqu'un qui est aux commandes. Et plus tu répètes ce choix, plus ton esprit apprend qu'il peut avoir confiance en toi. Et lorsque l'esprit a confiance, le corps obéit, la concentration se maintient, le progrès devient inévitable. L'autocontrôle n'est pas de la rigidité, c'est de la maturité. C'est comprendre que l'impulsion satisfait le présent, mais que la discipline construit l'avenir. Et chaque fois que tu choisis l'avenir, la vie te récompense par quelque chose que le présent ne pourra jamais t'offrir, la clarté. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie d'abandonner, de réagir sans penser, de retomber dans ton ancien schéma, arrête-toi et respire. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà surmonté lorsque tu as choisi de ne pas agir sous l'impulsion. Souviens-toi de combien de fois le silence t'a sauvé et de combien de fois la patience t'a placé au bon endroit. Le succès ne vient pas de ceux qui en font le plus, mais de ceux qui restent sur la bonne voie plus longtemps. Le monde appartient à ceux qui savent attendre, observer et agir au bon moment. Écris ici dans les commentaires « Je commande mes impulsions, je ne suis pas commandé par elles ». Parce que l'autocontrôle ne consiste pas à contenir, mais à construire. Et celui qui se maîtrise a le pouvoir de transformer n'importe quelle partie de sa propre vie. Stratégie 7. La guérison commence à l'intérieur. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Pense à toutes les personnes qui t'aiment, qui croient en toi, qui souhaitent te voir bien. Elles peuvent te conseiller, t'accueillir, t'inspirer, mais aucune d'elles ne peut faire le pas à ta place. Elles peuvent te donner de la force, elles peuvent croire en toi, mais ne peuvent pas te convaincre si toi-même tu doutes. Et c'est là que la plupart trébuchent, vivent en attendant que quelque chose de l'extérieur résolve ce qui ne peut changer que de l'intérieur. Attendre le bon moment, le bon emploi, le bon partenaire, le bon encouragement. Mais ce qui transforme,
Ce n'est pas le décor, c'est l'état intérieur de celui qui le traverse. Toute transformation commence dans l'invisible, dans ce que tu penses, dis et ressens quand personne n'est là. Le vrai changement naît dans la manière dont tu te parles à toi-même, car c'est cette voix intérieure qui te relève ou te détruit, qui t'élève ou te sabote. Pense au nombre de fois où tu t'es empêché d'essayer parce que ton propre esprit a murmuré « et si ça tournait mal ?» Combien de fois as-tu annulé un rêve avant même de commencer, simplement parce que tu as cru à la version pessimiste de ta voix intérieure? Et le plus curieux, c'est que, la plupart du temps, ce n'est pas l'échec qui t'a arrêté, c'est la peur de l'échec, fabriquée par ta propre pensée. Tu peux avoir le meilleur plan, le meilleur conseil, les meilleures intentions. Mais si ton esprit ne coopère pas, tout s'écroule. C'est pour cela que tant de personnes intelligentes, talentueuses et bienveillantes restent prisonnières du même endroit, parce qu'elles n'ont jamais appris à maîtriser leur propre dialogue intérieur. Cette voix est puissante. Elle peut être l'écho de la peur, te disant que tu n'es pas suffisant. Ou elle peut être la flamme du courage, te rappelant que tu as déjà surmonté des choses bien pires. Ce qui définit qui tu deviens, c'est laquelle de ces voix tu choisis de renforcer chaque jour. Les stoïciens appelaient cela le centre rationnel de l'âme, la partie de nous qui pense, choisit et guide le reste. Ils croyaient que la liberté commence au moment où tu commences à commander tes propres pensées. Marc Aurèle a écrit « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées ». C'est exactement ce qui se passe. Tu deviens la nuance des mots que tu répètes à l'intérieur de toi chaque jour. Celui qui répète « Je n'y arrive pas » s'affaiblit. Celui qui dit « Je suis encore en train d'apprendre » s'élargit. Parce que chaque phrase que tu adresses à toi-même est une brique, elle construit ta force ou élève les murs qui t'enferment. C'est pourquoi observe ce que tu te dis à toi-même. Quand quelque chose échoue, ne répète pas « Je savais que j'allais échouer ». Dis « Maintenant je sais comment faire mieux ». Quand tu ressens la peur, ne dis pas « Je ne suis pas capable ». Dis « Je suis encore en train d'apprendre ». Et si la fatigue vient, ne dis pas « Je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie ». Dis « J'ai besoin de prendre soin de moi pour continuer ». Ce simple changement, c'est ce qui sépare ceux qui abandonnent de ceux qui mûrissent. Parce que ce n'est pas le monde qui te fortifie, c'est le dialogue que tu entretiens avec lui. Et ce dialogue commence à l'intérieur, dans la façon dont tu interprètes tes propres jours. Quand tu changes le ton de ta conversation intérieure, ce qui était doute devient élan, et ce qui semblait impossible devient une étape naturelle. La force intérieure commence au moment où tu décides de te traiter comme quelqu'un qui mérite de grandir, d'apprendre et de réussir. Et le plus beau, c'est de remarquer que, quand cette force s'éveille, la vie autour répond. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Mais quand tu décides d'être ton propre allié, l'impossible commence à bouger, et ce qui autrefois semblait lointain devient simplement la prochaine étape de celui qui a enfin compris. Le changement que tu cherches à l'extérieur commence à l'intérieur de toi. Stratégie 8. Tu vas mourir. Et c'est pour cela que tu dois vivre vraiment. C'est un paradoxe dans notre esprit. Nous savons tous que nous allons mourir, mais peu vivent avec cette conscience éveillée. La mort est la certitude la plus ancienne de l'humanité, et pourtant, c'est la vérité la plus oubliée. Nous vivons comme si nous avions un temps infini, en repoussant les conversations, les rêves, les pardons et les nouveaux départs. Mais le temps ne prévient pas quand il s'arrête, il passe simplement, et ceux qui l'oublient finissent par vivre à moitié. Les stoïciens appelèrent ce rappel « memento mori », « souviens-toi que tu vas mourir ». Ces mots étaient gravés sur des temples, des bagues, des statues, non comme une menace, mais comme une invitation à la lucidité, un rappel à ne pas gaspiller la vie dans les distractions, les vanités ou les petites peurs. Marc Aurèle, en écrivant ses méditations, se disait à lui-même « Tu peux quitter la vie à tout moment, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses ». Il savait que ce souvenir de la mort est, paradoxalement, la manière la plus intense de vivre, parce que lorsque tu te rappelles que le temps est fini, le présent prend de la profondeur, chaque geste, chaque mot, chaque respiration commence à avoir du poids et de l'intention. La conscience de la mort n'apporte pas le désespoir, elle apporte la clarté. Elle t'enseigne à sélectionner l'essentiel, à lâcher ce qui n'a pas d'importance et à valoriser ce qui est à ta portée maintenant. Tu commences à comprendre que ce qui a vraiment de la valeur n'a jamais été ce que l'on accumule,
mais ce que l'on vit. Pense à cela. Si aujourd'hui était ton dernier jour, qu'arrêterais-tu de remettre à demain? Qui pardonnerais-tu? Qu'aurais-tu le courage de commencer? Ces réponses montrent ce qui compte vraiment, et c'est là que la vie commence pour de vrai. Les stoïciens ne craignaient pas la mort, parce qu'ils avaient appris à faire la paix avec elle. Ils comprenaient que la vie ne se mesure pas en années, mais en présence, et que mourir un jour est inévitable, mais mourir sans avoir vécu est un choix. Alors, souviens-toi, tu vas mourir. Mais jusqu'à ce moment-là, tu as le pouvoir de vivre comme quelqu'un qui comprend la valeur de chaque instant. Et peut-être que c'est cela, la véritable liberté. Non pas échapper à la mort, mais vivre de façon à ce qu'elle n'emporte rien d'essentiel. Écris ici dans les commentaires « Memento Mori ». Parce que celui qui vit en se souvenant qu'il va mourir apprend le secret le plus profond des stoïciens. Vivre sans peur et mourir sans regret. Stratégie 9. Utilise toute ta force intérieure. Imagine un arsenal rempli d'outils, de force et de sagesse, mais dont les portes sont verrouillées. Et à l'extérieur, quelqu'un se bat, épuisé, croyant ne pas avoir de quoi se défendre. Cette personne, c'est toi, chaque fois que tu oublies le pouvoir que tu portes en toi. Tu as des ressources, du talent, de l'intelligence, de la résilience, mais bien souvent tu vis comme si tout cela n'existait pas. Tu cherches des réponses dans le monde, alors que les clés sont entre tes propres mains. Et pendant que tu regardes à l'extérieur, ce dont tu as besoin à l'intérieur reste endormi. Les stoïciens ont découvert cette vérité il y a plus de 2000 ans. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les circonstances ». Cette phrase, à elle seule, est un rappel que la force qui dirige ta vie ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont tu réponds à ce qui t'arrive. Les circonstances changent. Les crises vont et viennent, mais ta capacité demeure intacte, inébranlable, attendant d'être utilisée. Elle est dans chaque décision lucide, dans chaque réaction où tu choisis de ne pas te perdre, dans chaque fois où tu te relèves quand tout te dit d'arrêter. Quand tu t'éveilles à ce pouvoir, la peur perd de sa force et le doute perd sa voix. Tu commences à vivre avec plus de concentration, plus de direction, plus de présence. Parce que tu comprends enfin que tu n'as pas besoin que le monde s'organise pour agir, il suffit d'organiser ton propre esprit. Pense à cela. Tout ce que tu as déjà surmonté jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait en utilisant ce qui était déjà en toi. Rien n'est venu de l'extérieur, cela vient de ta clarté, de ton courage, de ta capacité d'adaptation. Et si tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire. La vie va continuer à te tester. Mais la différence, c'est que maintenant, tu sais où chercher tes armes. À l'intérieur. Ton potentiel n'est pas une promesse future, c'est une puissance disponible, mais elle ne se manifeste que lorsque tu décides de l'utiliser. Écris ici dans les commentaires, tout ce dont j'ai besoin, je l'ai déjà. Ne l'écris pas juste pour écrire, déclare cette phrase, convainc-toi, car ta force n'a pas besoin d'être créée, seulement éveillée. Et quand tu apprends à utiliser toute ta capacité, l'impossible cesse d'être une limite et devient simplement la prochaine étape. Stratégie 10. Grandis en silence. Le résultat parlera pour toi. Il existe une force mystérieuse dans le silence. Pendant que beaucoup gaspillent leur énergie à annoncer leurs plans, ceux qui décident de vraiment grandir apprennent à changer en silence, avec fermeté, constance, comme une graine qui perce la terre dans l'obscurité, mais avec assez de puissance pour devenir une forêt. Nous vivons à une époque bruyante. Tout doit être montré, le progrès, la douleur, la routine, même ce qui n'a pas encore eu lieu. Nous montrons ce que nous ressentons, ce que nous voulons, ce que nous planifions et peu à peu, nous devenons dépendants du regard des autres pour continuer à croire en nous-mêmes. Mais plus tu parles de ce que tu vas faire, moins il te reste d'énergie pour vraiment le faire. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de direction. C'est la concentration. C'est une façon de préserver le sacré, ton propre processus. La première leçon du changement silencieux est simple, mais puissante. Évite de chercher la validation extérieure. Le besoin d'approbation est l'un des plus grands voleurs d'énergie qui existent. Quand tu partages tes plans avant d'agir, tu remets le contrôle de ta motivation au jugement d'autrui. Si tu reçois des éloges, tu ressens une fausse sensation d'accomplissement, comme si tu étais déjà arrivé. Si tu reçois des critiques, tu te décourages avant même d'avoir fait le premier pas. Le silence brise ce cycle.
Il te rend ton autonomie, ta concentration et ta force intérieure. Tu cesses d'agir pour être vu et tu commences à agir parce que tu comprends la valeur de ce que tu construis. Les stoïciens appelaient cela l'autosuffisance de l'âme, la capacité de suivre son propre chemin même sans applaudissements. La deuxième leçon est « Protège-toi des opinions inutiles ». Tous les conseils ne sont pas de la sagesse, et toutes les critiques ne sont pas vraies. Il y a des personnes qui par amour essaient de te protéger et finissent par te limiter, et d'autres qui par peur projettent sur toi les abandons qui les blessent encore. Si tu ouvres trop tes portes, les voix extérieures envahissent l'espace de ta conviction. Le silence est le bouclier des déterminés. Il protège ton but du bruit, des comparaisons et des doutes qui affaiblissent la foi en toi-même. Au lieu de gaspiller ton énergie à te justifier, tu commences à l'utiliser pour agir. Et voici la troisième leçon. Surprends par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Les promesses ne transforment rien. Les actions, oui. Ne dis pas que tu vas changer, change. Ne dis pas que tu vas commencer, commence. Ne dis pas que tu essaies, persévère en silence, jusqu'à ce que ton progrès devienne impossible à ignorer. La discipline silencieuse crée une force qui n'a pas besoin de mots. Quand tu apparais avec des résultats, les gens le ressentent. Ils le perçoivent dans ton regard, dans ta posture, dans la sérénité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le bruit du doute cède la place au calme de la conviction. La hâte se transforme en patience et la validation se transforme en but. Apprends à être bien seul, et tu ne sentiras plus jamais le manque de rien. La plupart des gens cherchent quelqu'un ou quelque chose pour combler ce qu'ils n'ont pas encore trouvé en eux. Mais lorsque tu as besoin d'un autre pour te sentir complet, tu remets le contrôle de ta paix entre ses mains. Et le pire, c'est que le monde change, les gens vont et viennent, et si ta base n'est pas en toi, tout s'effondre avec eux. Maintenant, pense à ceci. Comment serait ta vie si ton équilibre ne dépendait de personne? Si tu pouvais te réveiller en paix, même sans message sur ton téléphone, même sans l'approbation de qui que ce soit? C'est cela que le stoïcisme enseigne. Celui qui se soutient de l'intérieur ne tombe pas à l'extérieur. Les sages anciens le savaient. Ils ne demandèrent pas d'attention, ils construisaient leur présence. Ils ne cherchèrent pas la compagnie, ils cultivaient la clarté. Parce que la vraie force, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. Aujourd'hui, cette vidéo est un appel à reconstruire ton pouvoir intérieur. Et la première étape est simple. Écris dans les commentaires. Je choisis d'être en paix avec moi-même. Ne te contente pas de l'écrire, déclare-le, car chaque fois que tu réaffermis cette phrase, tu te replaces dans la vie. Tu sors du manque et entres dans la conscience. Avant de commencer, aime cette vidéo et abonne-toi. Ainsi elle atteindra ceux qui doivent apprendre à dépendre moins du monde et davantage d'eux-mêmes. Maintenant, passons aux leçons d'aujourd'hui. Leçon 1. Cesse de vouloir te prouver tout le temps. Depuis ton plus jeune âge, tu as appris que l'amour et l'approbation avaient un prix. De bonnes notes, un bon comportement, des compliments, des médailles, tout semblait être un contrat silencieux. Si je fais ce qu'il faut, je serai aimé. Et sans t'en rendre compte, tu as commencé à chercher l'amour à travers la performance, à confondre être accepté avec être suffisant. Mais le temps a passé, et cette logique continue de te poursuivre. Maintenant, au lieu d'étoiles dorées, tu cherches des publications, des mentions « j'aime » et de l'approbation. Tu travailles trop, tu donnes trop, tu t'en demandes trop, et à la fin de la journée, tu ressens encore que tu n'as pas fait assez. Car lorsque le moteur de ta vie est la peur de ne pas être suffisant, aucune réussite ne te comble. Tu te réveilles déjà avec le poids invisible du besoin de te justifier, comme si tu devais prouver tout le temps que tu mérites d'être ici. Et le pire, c'est que plus tu essaies de prouver, plus tu t'éloignes de ce qui fait ton unicité. Tu commences à vivre pour performer et non pour ressentir. Mais il arrive un moment où cela épuise. Ça fatigue le corps, ça fatigue l'esprit, ça fatigue l'âme. Tu commences à réaliser que tu es épuisé. Non pas parce que tu as trop fait, mais parce que tu as passé trop de temps à essayer d'être ce que le monde attendait de toi. La solitude brise ce cycle, car lorsque le bruit du monde s'éteint, tu recommences à t'écouter. Dans le silence, il n'y a pas de public. Il n'y a ni applaudissements, ni comparaison, ni attente. Il n'y a que toi, et la vérité nue que tu as toujours été suffisant. Ruda Yandé a écrit « Lorsque nous cessons de résister à nous-mêmes, nous devenons entiers.
Et dans cette totalité, nous découvrons une réserve de force, de créativité et de résilience dont nous ne soupçonnions pas l'existence. C'est exactement ce qui se passe lorsque tu cesses de courir après la validation et que tu commences à courir après le sens. L'effort cesse d'être une fuite et devient présence. Tu cesses de vivre pour prouver ta valeur et tu commences à exprimer ton pouvoir. La véritable ambition ne naît pas de la peur, elle naît de la clarté. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle construit. Celui qui connaît sa propre valeur n'a pas besoin de la montrer, il se contente d'être. Et c'est là le pouvoir de la solitude. Elle te rend ton axe, ton centre, ton calme. Dans la solitude, tu apprends à agir par essence, non pour les applaudissements, à vivre pleinement, même lorsque personne ne te voit, à faire confiance au processus, même lorsque la reconnaissance tarde, car ce qui est vrai demeure, même lorsque le monde se tait. Alors, aujourd'hui, lâche le besoin de te prouver, lâche la peur de ne pas être suffisant. Tu n'es pas un curriculum vitae, tu es une conscience en mouvement. Tu n'es pas une somme de résultats, tu es une âme en évolution, et plus tu t'acceptes, moins tu as besoin de t'expliquer. Épictète a écrit « Quand quelqu'un est solidement enraciné dans la vie, il n'a pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur de lui-même. » C'est exactement cela. Construis cette base à l'intérieur de toi, car lorsque la valeur vient de l'intérieur, les applaudissements perdent leur pouvoir. Le regard des autres s'affaiblit et ton propre regard devient suffisant. Si cette leçon a eu du sens pour toi, écris dans les commentaires. Comme premier pas de cette construction, mon action n'a pas besoin de public. Car celui qui renonce à la nécessité de se prouver découvre le pouvoir de vivre en paix avec ce qu'il est et comprend que la véritable valeur ne se crie pas, elle se manifeste. Étape 2. Tu ne tiens plus dans hier. Beaucoup vivent comme des acteurs prisonniers du même rôle. Nietzsche disait que devenir ce que l'on est exige de rompre le scénario que le monde a écrit pour toi. Et c'est exactement ce que l'éveil conscient exige de toi. Le courage d'assumer le rôle principal de ta propre vie. Combien de fois t'es-tu répété des phrases comme « Je gâche toujours tout »,« Je m'y suis déjà habitué »,« Je suis comme ça et on ne peut plus rien y faire ». Ces phrases paraissent petites, mais elles sont comme des sorts et tu les lances contre toi-même chaque jour. Chaque histoire que tu répètes à propos de qui tu es devient une brique dans la prison de ton propre esprit. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à vivre comme le personnage que tu as créé et non comme la personne que tu pourrais être. Dans la solitude, ces voix deviennent plus audibles. C'est là, dans le silence, que tu réalises combien tu portes encore des histoires qui ne t'appartiennent plus. Et c'est là le pouvoir de la solitude. Elle ne ment pas, elle t'oblige à t'écouter toi-même. Les stoïciens disaient que la conscience reconstruit le destin. Parce que lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes la manière dont tu agis, et quand tu changes tes actions, tu changes tout ce qui se passe autour de toi. Les vieux récits ont été créés quand tu essayais encore de survivre. Ils t'ont protégé, mais aujourd'hui, ils te limitent. Ce n'est plus de la faiblesse que tu portes. C'est juste une vieille histoire qui n'a pas encore été mise à jour. Imagine ton esprit comme un livre. Pendant des années, tu as lu le même chapitre, tu as mémorisé chaque ligne, tu t'es attaché au même personnage. Mais le livre de ta vie a encore des pages blanches, et toi seul peux écrire les suivantes. Marc Aurèle a écrit « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Cette force naît quand tu comprends que tu n'as plus besoin de répéter ce qui t'a blessé pour prouver que tu as survécu. La connaissance de soi est ce qui ouvre la porte, mais changer tes histoires, c'est ce qui te libère vraiment. Parce qu'il ne sert à rien de regarder à l'intérieur si, en te regardant, tu insistes à voir l'ancien portrait. La solitude sert à cela, à te rappeler que tu peux te réécrire. Tu n'es pas l'erreur, tu es la conscience qui a appris grâce à elle. Tu n'es pas le traumatisme, tu es la force qui a grandi après lui. Tu n'es pas le passé, tu es la présence qui a choisi de continuer. Alors, aujourd'hui, arrête de répéter les phrases qui te diminuent. Réécris ton histoire, remplace « je suis comme ça » par « je deviens meilleur ». Remplace « je me trompe toujours » par « maintenant, j'apprends plus vite ». Commente « aujourd'hui, je réécris mon histoire ». Parce que l'esprit qui se connaît et qui a le courage de se réécrire est l'esprit qui enfin se libère. Étape 3.
Se connaître soi-même est la première étape pour se libérer. Tu redoutes la solitude, mais la solitude n'est pas ton ennemi. Elle est le miroir qui te montre tout ce que tu as essayé de cacher à toi-même. Ce que beaucoup appellent le vide est en réalité un appel, l'invitation de la vie à revenir vers ton intérieur. La connaissance de soi est cette porte, celle que tu évites d'ouvrir parce que tu sais que de l'autre côté, il faudra te regarder en face. Mais c'est seulement en la franchissant que tu découvres la liberté d'être entier, même dans le silence. Être seul, ce n'est pas être absent, c'est être complet. Et personne ne devient complet sans d'abord se regarder avec vérité. La plupart des gens fuient d'eux-mêmes comme on fuit une pièce sombre. Ils remplissent la journée de bruit, s'entourent de monde, s'occupent pour ne pas penser. Mais vivre ainsi, c'est comme allumer 1000 lumières à l'extérieur tout en restant éteint à l'intérieur. Tu peux avoir de la compagnie, du succès et de la reconnaissance et pourtant te sentir perdu. Parce que sans connaissance de soi, tu passes ta vie à chercher dehors ce que seul le silence peut révéler. Imagine-toi comme une maison à plusieurs étages. La plupart des gens vivent seulement au rez-de-chaussée, là où il y a des voix, du mouvement et des distractions. Mais la connaissance de soi est l'escalier qui mène à l'étage le plus haut, là où règne le silence, la perspective et la lumière. Quand tu ne sais pas qui tu es, n'importe quelle voix extérieure définit ta valeur, tu confonds la compagnie avec l'appartenance, l'attention avec l'affection, la distraction avec le bonheur. James Clear disait que les habitudes façonnent l'identité, mais que c'est la connaissance de soi qui façonne la direction. La connaissance de soi est la boussole de l'âme. Quand tu te comprends, tu cesses de tourner en rond. Tu arrêtes de répéter les vieux schémas, de tomber dans les mêmes pièges émotionnels, et tu commences à agir avec conscience, non plus par impulsion, mais par choix. Les stoïciens voyant cela comme le premier devoir d'un être humain, se connaître pour ne pas être esclave de soi-même. Marc Aurèle a écrit que l'homme qui se comprend n'est plus otage du monde. Et c'est là l'essence même de la solitude. Tu te suffis à toi-même parce que tu te comprends. La connaissance de soi, c'est nettoyer le miroir de l'âme jusqu'à pouvoir se regarder sans peur. C'est comprendre que la solitude n'est pas silence, c'est espace. C'est le terrain fertile où germent la clarté, la force et la paix. C'est l'instant où tu découvres que tu n'as pas besoin de témoins pour te sentir entier. Celui qui apprend à être avec lui-même ne mendie plus jamais l'amour, ne supplie plus jamais pour l'attention, ne craint plus jamais le vide, parce qu'il comprend que le vide n'est pas une absence, mais l'intervalle sacré où tu te reconstruis. Alors, aujourd'hui, arrête de courir. Ferme les portes du monde et ouvre les fenêtres de ton intérieur. Demande-toi, qui suis-je quand le bruit s'arrête? La réponse ne vient pas de l'extérieur, elle vient du silence que tu as toujours évité. Commente. Aujourd'hui, je choisis d'être seul. Parce que la véritable liberté commence quand tu cesses de craindre la solitude et que tu apprends à habiter la paix qui existe en elle. Leçon 4. Apprends à te réveiller en paix. La manière dont tu commences ta journée définit le ton de tout ce qui viendra ensuite. Avant d'ouvrir les yeux sur le monde, ouvre-les sur toi-même. Ne prends pas ton téléphone, ne cherche pas le bruit, ne plonge pas dans les réseaux sociaux, ni dans la précipitation, plonge en toi. Respire profondément et remarque, pendant que le monde dort encore, tu peux déjà commencer à devenir plus conscient. Ces premières minutes ne sont pas seulement du temps, elles sont un territoire sacré. C'est là que tu décides si tu vas vivre en réagissant ou en dirigeant. Et c'est pour cela que les forts s'entraînent au silence, parce qu'ils savent que le silence est le premier champ de bataille de l'esprit. Marc Aurèle faisait cela chaque jour. Avant de commander des armées, il commandait ses propres pensées. Il s'écrivait à lui-même, se rappelant que le monde serait injuste, confus et plein de défis, mais qu'il pouvait encore choisir son attitude, son calme et sa force. C'était son entraînement invisible, et c'est le même qui peut te transformer. Se réveiller en silence n'est pas un rituel mystique, c'est un acte de pouvoir. C'est dire au monde, aujourd'hui, c'est moi qui définis mon rythme. C'est commencer la journée avec clarté, et non avec confusion. C'est aligner ton esprit avant que le chaos ne t'entraîne vers l'automatisme. Parce que ce que tu fais pendant la première heure du jour, tu le répètes en silence tout au long de celui-ci. Le silence du matin est le miroir de la solitude. C'est en lui que tu apprends à t'écouter, à te comprendre,
à te soutenir. Quand tu commences la journée avec toi-même, tu découvres que tu n'as besoin de personne pour te sentir entier. C'est ainsi que la solitude se construit, dans la décision quotidienne d'être ta propre compagnie avant que le monde ne t'envahisse. Les stoïciens nous ont toujours enseigné que celui qui domine ses matins domine le cours de sa vie. Alors demain, avant tout, réveille-toi en silence. Non pas pour fuir la vie, mais pour commencer la journée en la maîtrisant. Respire, sens ton cœur battre, ton esprit s'éclaircir, ton corps s'éveiller. Et souviens-toi, celui qui apprend à se réveiller en paix reste fort dans n'importe quelle tempête. Le monde entier s'éveille dans le bruit, mais ceux qui choisissent le silence construisent une force différente. Parce que celui qui apprend à écouter son propre intérieur ne se perd pas dans les voix du dehors. Durant les 3 prochains jours, prends cet engagement envers toi-même. Au moment de te lever, déclare à voix haute « Ma journée commence avec moi ». Parce que lorsque tu parles avec vérité, le corps écoute, l'esprit répond et l'âme s'éveille. Le silence n'est pas absence de son, c'est présence de conscience. Et chaque fois que tu choisis le silence, tu choisis de construire en toi la force que le monde ne peut pas te donner. Leçon 5. Maîtrise l'art de ne pas réagir. Tu ne peux pas contrôler ce que le monde fait, mais tu peux décider qui tu seras face à cela. Et c'est précisément là que réside ton véritable pouvoir. La plupart des gens dépensent leur énergie à vouloir changer le comportement des autres et oublient que le seul territoire qu'ils peuvent vraiment transformer, c'est leur intérieur. Tu ne commandes pas le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Combien de fois quelqu'un t'a provoqué et tu as réagi sans réfléchir? Ensuite, vient ce poids, cette culpabilité, cette sensation de t'être trahi toi-même. Mais la vérité est simple. Personne ne t'enlève ta paix, c'est toi qui la livres. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. » L'événement est neutre, c'est ton esprit qui en décide l'impact. Maîtriser ses réactions, c'est comme entraîner un muscle invisible. Au début, l'impulsion semble plus forte que la conscience. La colère vient vite, l'orgueil crie, la langue veut répondre avant que l'esprit ne pense. Mais avec le temps, tu apprends à faire une pause. Et cette pause courte et silencieuse est le point exact où l'homme ordinaire perd le contrôle et où le sage conquiert la liberté. Dans la solitude, cet entraînement s'approfondit car dans le silence, personne ne te provoque, personne ne t'applaudit, personne ne te valide. Il n'y a que toi et le miroir de ton propre esprit. Là, tu réalises que beaucoup de tes réactions ne sont pas des réponses à l'instant présent, mais des échos anciens de blessures jamais guéries. Et c'est pour cela que la solitude guérit. Elle t'oblige à affronter ce qui t'appartient avant de le projeter sur le monde. Maîtriser ses réactions, ce n'est pas avaler ses émotions, c'est transformer l'émotion en conscience. C'est prendre le feu de la colère et en faire du feu de concentration, c'est transformer le poids de la tristesse en sagesse. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que tu veux, mais à ne pas être esclave d'aucune impulsion. Quand tu restes ferme face au chaos, tu deviens le centre, pendant que le monde tourne. Et c'est là l'essence du stoïcisme, être un rocher au milieu de la tempête. Le monde peut crier, mais toi tu réponds avec clarté. Le monde peut provoquer, mais toi tu agis avec intention. Le monde peut changer, mais en toi demeure quelque chose qui reste. Maîtriser les réactions, c'est ce qui sépare le fort de l'impulsif, le sage du réactif, le libre du prisonnier. Réagir est un instinct, choisir le calme est un pouvoir. Et plus tu pratiques, plus tu découvres que la paix est aussi une forme de force. Le monde peut admirer ceux qui crient, mais le véritable respect appartient à ceux qui gardent leur calme. C'est pourquoi, pendant les 3 prochains jours, exerce cette maîtrise. Quand quelque chose t'irrite, ne lutte pas contre le vent, sois le rocher que le vent ne déplace pas. Arrête-toi, respire, ne réponds pas sous la chaleur de la colère, réponds sous la chaleur de la conscience. Parce qu'à chaque fois que tu choisis le calme, tu choisis d'être le maître de ta propre vie. Leçon 6. Là où le corps se fatigue, l'âme s'éveille. La force ne naît pas du confort, elle naît du dépassement. Et c'est pour cela que le corps est le premier temple de l'esprit. Celui qui discipline son corps entraîne son âme, car le corps est le champ où l'esprit apprend à résister. Marc Aurèle s'entraînait, les soldats romains s'entraînaient. Ils savaient que l'effort physique n'avait rien à voir avec l'apparence, mais tout à voir avec le caractère.
Celui qui supporte la fatigue de la chair apprend à supporter le poids de la vie. Se lever tôt, bouger, sentir le cœur s'accélérer, la sueur couler, tout cela est plus qu'un simple exercice. C'est toi rappelant à ton corps qui est le maître. L'esprit apprend à chaque pas, à chaque douleur surmontée, à chaque répétition faite quand la volonté est déjà épuisée. La paresse est le premier ennemi de la force intérieure. Elle murmure « Pas aujourd'hui ». Mais chaque fois que tu te lèves malgré la fatigue, tu enseignes à ton cerveau qu'il peut te faire confiance. Et c'est là que commence toute forteresse, la confiance en soi. L'effort physique est l'entraînement que le monde ne voit pas, mais qui change tout ce que le monde verra. C'est là, dans le silence de l'entraînement, que tu apprends à gérer l'inconfort, à dompter ton corps, à affermir ton esprit. Chaque goutte de sueur est une preuve de présence. Ce n'est pas le corps qui triomphe, c'est l'esprit qui s'éveille. C'est ainsi que la solitude se manifeste dans la pratique, quand le corps bouge et que l'esprit s'apaise. Tandis que le monde court à la recherche de stimulation, tu apprends à trouver du sens dans la répétition, du focus dans la sueur et de la paix dans le mouvement. Tu ne fuis pas le monde, tu reviens vers toi. L'effort physique est le rappel qu'il existe en toi une force tranquille, indestructible, qui grandit chaque fois que tu te dépasses. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport parfaite, ni d'une motivation constante. Tu as seulement besoin d'une raison. Et ta raison, c'est toi, car lorsque tu bouges, même sans envie, tu pratiques la plus noble des vertus, la discipline. L'inconfort n'est pas une punition, c'est une forge. L'effort n'est pas un poids, c'est une taille. C'est à travers l'effort que tu construis la confiance, la clarté et la force qui soutiennent tes jours difficiles. Un corps fort protège un esprit calme, et un esprit calme soutient une âme qui ne plie pas. C'est ainsi que tu triomphes, un entraînement à la fois, un mouvement à la fois, un choix ferme par jour. Dans les prochains jours, défie-toi de bouger ton corps, même pour quelques minutes, non pas pour changer la façon dont tu te vois, mais pour te rappeler qui tu es. Leçon 7. Écris ce que tu ressens. L'écriture est l'espace où le silence se transforme en parole et la confusion en sens. Quand tu écris, tu ne parles pas au monde, tu parles à ce qu'il y a de plus honnête en toi. C'est là sur le papier que l'esprit respire enfin. Pense à cela. Le papier est le seul endroit où tu peux être totalement vrai. Tu n'as pas besoin de feindre la force, ni de cacher la douleur, ni de dissimuler tes doutes. Là, tout est permis, parce que rien n'est jugé. Et c'est pour cela qu'écrire est une manière de se guérir. Tu déposes à l'extérieur ce que tu ne veux plus porter à l'intérieur. L'écriture est une pratique de solitude. Elle t'invite à te retirer du bruit du monde et à entrer dans le calme de ta propre conscience. Pendant que les autres parlent pour être entendus, toi, tu écris pour te comprendre. Pendant que le monde te tire vers l'extérieur, le papier t'appelle vers l'intérieur. Et c'est dans ce retour silencieux que tu réalises, la compagnie dont tu avais le plus besoin t'attendait toujours à l'intérieur de toi. Ce n'est pas de littérature qu'il s'agit, c'est de présence. Écrire, c'est donner une forme à l'invisible, c'est permettre à l'âme de parler la langue de la raison. Et plus tu écris, plus tu apprends à t'écouter et à faire confiance à ta propre voix. Fais-en ton refuge, choisis un moment, allume une lumière douce, assieds-toi et écris. Ce peut être une phrase, un souvenir, une vérité difficile ou une simple gratitude. Chaque mot écrit est une brique dans la construction de ton équilibre intérieur. L'écriture est le miroir de la solitude, l'endroit où tu te rencontres sans avoir besoin de personne. Avec le temps, tu comprendras que tu n'écris plus seulement sur ce que tu vis, mais sur ce que tu es en train de devenir. Et c'est le plus grand cadeau qu'un être humain puisse se faire, celui de se comprendre avant d'être compris. Alors, chaque soir, choisis de te retirer et d'écrire, non pas pour résoudre le monde, mais pour écouter ce que ton monde intérieur veut te dire. Parce que celui qui écrit se libère, celui qui se libère se trouve. Et celui qui se trouve découvre qu'il n'a plus jamais besoin de fuir son propre silence. Leçon 8. Ce que tu remercies le soir change ton lendemain. La plupart des gens ne dorment pas, ils s'éteignent simplement. Ils s'éteignent épuisés, avec l'esprit encore en train de courir après tout ce qui s'est mal passé, avec le cœur prisonnier de conversations inachevées, et avec le corps portant le poids de ce qui ne peut plus être changé. Mais c'est justement la nuit, quand le monde se tait, que tu dois le plus choisir ce que tu veux emporter avec toi dans ton sommeil. La gratitude est ce filtre,
Le dernier entraînement du jour, l'exercice invisible de l'âme lucide. Ce n'est pas nier ce qui a fait mal, mais refuser que la douleur définisse ton repos. Car ce que tu emportes dans ton lit, au fond, nourrit ton lendemain. Pense à cela. La rancune, c'est comme s'allonger sur des pierres. Le remords, c'est comme dormir sur un matelas mouillé. Mais la gratitude est l'oreiller de l'esprit en paix. Elle rassemble les morceaux épars de la journée et recoue ce que la fatigue a tenté de déchirer. Être reconnaissant, ce n'est pas forcer la positivité, c'est accepter la vie avec maturité. C'est regarder la journée et dire « C'était difficile, mais j'ai appris. Ça a fait mal, mais j'ai tenu bon. Ce n'est pas allé comme je l'espérais, mais je suis toujours debout. » Remercier, c'est transformer ce qui t'a blessé en sagesse. C'est la guérison silencieuse qui n'arrive que lorsque tu choisis de lâcher prise. La solitude naît aussi de cet instant. Celui où tu regardes à l'intérieur et comprends que tu n'as besoin de personne pour te réconforter. Il te suffit d'être en paix avec ce qui est. La gratitude, c'est cela, la réconciliation. Avec ce qui a été, avec celui que tu as été, avec ce qui doit encore venir. Avant de dormir, ferme les yeux et fais l'inventaire de ton âme. Revois ta journée, non pas pour juger, mais pour comprendre. Vois où tu t'es surpassé, où tu as trébuché, où le destin t'a montré la patience déguisée en retard. Et alors, remercie d'avoir essayé, d'avoir résisté et d'être encore là. C'est le repos des forts, de ceux qui ont compris qu'ils n'ont pas besoin que le monde change pour ressentir la légèreté. Ils ont seulement besoin de changer ce qu'ils portent à l'intérieur. Car celui qui s'endort dans la gratitude se réveille libre. Et chaque fois que tu termines la journée avec reconnaissance, tu nettoies le miroir de ton esprit et laisses de la place pour que la paix entre. Dans les jours à venir, pratique cela. N'emporte pas de rancune sur ton oreiller, emporte de la conscience. Ne t'endors pas en revivant ce que tu as perdu, endors-toi en valorisant ce qui est resté. Parce que chaque nuit où tu remercies est une bataille gagnée contre le chaos, et chaque aube après la gratitude est une nouvelle chance de recommencer avec légèreté et intention. Leçon 9. Celui qui change son regard change son chemin. Tout change quand tu changes ton regard. Le même problème qui t'enfonce peut t'enseigner, la même douleur qui te brise peut te reconstruire, le même silence qui t'effraie peut te libérer. La vie ne parle pas avec des mots, elle parle avec des perspectives, et celui qui apprend à voir autrement commence à vivre autrement. Tant que tu te vois comme une victime, le monde te semble cruel. Mais lorsque tu commences à te voir comme un apprenti, le monde devient ton maître. Et c'est ce que peu comprennent. La réalité ne change pas, ce qui change, c'est la façon dont tu l'interprètes. Et quand l'interprétation change, tout ce qui paraissait lourd commence à prendre un sens. La solitude est le lieu de ce tournant. Quand le bruit du dehors se tait, la vision s'éclaire. Tu commences à comprendre que le problème n'était pas que le monde soit confus, mais que ton esprit était trop encombré pour voir clairement. Et c'est dans ce silence que la vie te montre que rien n'est aussi mauvais qu'il n'y paraît, c'est seulement l'angle qui était faux. Pense à un avion qui décolle, le chaos des rues, la circulation, les voies. Tout continue là-bas en bas, mais d'en haut, tout semble petit, presque insignifiant. L'élévation de l'esprit agit de la même manière. Plus tu grandis en conscience, plus les problèmes qui te dominaient autrefois deviennent petits. Changer de perspective est l'exercice le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Cela exige de remplacer le « pourquoi moi » par le « pourquoi cela ». D'arrêter de résister et de commencer à comprendre. Et plus tu comprends, plus tu réalises que la vie ne t'a jamais puni, elle t'a simplement formé. La philosophie stoïcienne l'a toujours enseigné. Le monde n'est ni bon ni mauvais, il est simplement. Et la sagesse consiste à ajuster son regard jusqu'à voir de la force là où tu voyais de l'injustice et de l'apprentissage là où tu voyais de la douleur. C'est le regard de celui qui vit éveillé, le regard de celui qui ne réagit plus mais observe, qui ne se perd plus mais comprend. La solitude te conduit exactement à ce point. Elle t'apprend à voir sans le filtre de la précipitation, sans le brouillard de l'ego, sans la distorsion de la douleur. Quand tu te vois avec clarté, le monde se révèle avec vérité. Et à cet instant, ce qui t'a blessé devient ce qui t'a construit. Chaque fois que la vie te défie, souviens-toi de ceci. Monte une marche à l'intérieur de toi. Ne lutte pas contre ce qui arrive.
cherche ce que cela veut t'enseigner. Quand tu as l'impression que tout s'écroule, comprends-le. Peut-être que c'est simplement l'ancien sol qui cède pour laisser place à une nouvelle fondation. Changer de perspective, c'est changer de vie sans changer de lieu. C'est voir du sens là où il n'y avait que du désespoir. Et c'est pour cela que celui qui apprend à voir avec sagesse ne revoit plus jamais le monde de la même manière. Et c'est de ce nouveau regard que naît la véritable solitude, celle qui ne t'isole pas, mais t'élève. Et celui qui apprend à voir le monde d'en haut découvre que la paix n'a jamais été loin. Elle était seulement couverte par ton propre regard.